Bonjour et bienvenue sur ce nouveau point marché. Donc c'est Nicolas Lavallée pour DailyFX. Vous me retrouvez comme chaque mercredi 16 heures pour donc des analyses stratégiques de marché, que ce soit sur le forex, les indices et les matières premières, en attendant que les actions soient lancées sur la plateforme, on l'espère en début d'année 2016. Alors avant toute chose, je rappelle les avertissements de rigueur. La négociation sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD comporte un risque élevé de par en fait l'effet de levier et ne peut donc être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et éventuellement consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Nous ne sommes pas là pour faire du conseil en investissement, nous vous apportons notre vision du marché, nos analyses graphiques, à vous de les compléter par votre propre jugement, analyse et éventuellement consulter d'autres analystes afin de prendre vos propres décisions. Voilà, mais il est important de rappeler que ce type de marché comporte des risques importants. Nous allons attaquer ce point marché. Alors, bon, c'est la semaine de Noël. C'est bientôt, nous allons bientôt attaquer les fêtes de fin d'année. Ce n'est pas la période la plus propice pour trader. En général, pendant les périodes de fête, la liquidité en fait baisse puisqu'il y a moins d'intervenants sur le marché et donc parfois il peut y avoir des risques donc de volatilité plus importants ou au contraire une volatilité beaucoup plus faible. Et donc c'est en général une période pas forcément très intéressante pour chercher à se positionner. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais plutôt faire une revue des articles que j'ai publiés donc, en début de semaine. Bon, on regardera quelques graphiques évidemment après, mais on va faire un petit tour sur ce que je vous ai produit. Ça me permettra un petit peu plus de vous présenter la forme en fait des analyses que je prends euh, sur donc dailyfx.fr afin de vous inviter évidemment à les lire au quotidien. Voilà. Donc, pour commencer, pour me trouver en fait les articles que j'écris, que je produis chaque jour, vous allez sur dailyfx.com. Alors c'est une façon assez simple, hein. Vous allez sur donc les avis d'analystes, les analyses dailyfx. Vous cliquez sur biographie complète et articles récents. Donc je m'appelle évidemment Nicolas Lavallée et vous pouvez trouver l'historique des analyses que j'ai pu poster, sachant qu'elles ne sont pas toutes là puisque j'ai démarré début septembre. Euh, donc il y en a eu pas mal d'autres, mais si jamais vous allez sur Google, vous pouvez aussi taper DailyFX Nicolas Lavallée, puis le nom de l'actif, par exemple USDCAD ou Euro AUD, et vous trouverez l'analyse éventuelle que j'ai pu faire donc sur cet actif, et vous avez de fortes chances de me trouver. Alors, donc voilà donc la façon la plus évidente. Il y en a une autre, c'est d'aller sur mon compte Twitter. Pour aller sur mon compte Twitter, vous tapez dans l'URL Twitter Lavallée Nicolas. Voyez, donc c'est mon identifiant sur Twitter, @Lavallée Nicolas. Voyez, je suis quand même assez actif. J'ai posté pas mal de tweets, 2500. En général, j'utilise Twitter pour relayer donc les articles que je peux publier sur DailyFX ou sur d'autres portails, et également pour donner quelques trades que j'ai pu prendre sur certains actifs, toujours avec voilà, les graphes que vous devez maintenant bien connaître, hein, basés sur des fourchettes, des niveaux Fibonacci, des décomptes idiotistes. Donc j'explique un petit peu mes prises de position ou quand je compte les prendre. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre sur Twitter et à vous abonner sur mon compte. C'est un complément des articles que je peux rédiger donc au quotidien sur le portail et évidemment des webinaires que donc je réalise chaque semaine tous les mercredis à 16 heures. Attaquons donc par l'euro NZD, donc que j'ai publié en début de semaine. Voilà donc comment en général s'articulent mes articles. Je rappelle systématiquement en début d'article quelle était l'analyse précédente que j'ai pu écrire sur donc cet actif. Donc vous voyez sur l'euro NZD,
Mon précédent article donc avait été écrit le 24 septembre, donc il y a 2 mois, et donc j'ai voulu faire une réactualisation parce que cet actif était arrivé sur un seuil intéressant. Donc vous voyez, à l'époque, on était à ce niveau-là. Je disais dans mon analyse qu'il y avait une bonne probabilité que les cours aillent rejoindre cette ligne médiane. Vous voyez, on avait une belle fourchette d'Andrews et une vague que je pouvais compter en 5 temps avec un véritable price action baissier, bearish, sur un niveau de cluster. Donc quand on arrive sur des niveaux comme ça, un retracement est souvent sain avant éventuellement de repartir donc à l'assaut de nouveau haut. Mais vu là où on était, je préconisais plutôt donc une dépréciation de l'euro face au NZD. Et, et donc c'est ce qui passait, c'est ce qui s'est passé, hein. Vous voyez, le marché a atteint donc le TP que j'avais donné lors de cet article, donc les 1,62. Donc si vous regardez l'article précédent que j'avais pu écrire, on retrouve, vous voyez, la fourchette. Donc là on était en vue hebdo. On voit bien, hein, le problème qu'il pouvait y avoir sur cet actif. On était en haute fourchette. On a tapé pile une résistance qui donnait également un niveau de cluster Fibonacci. Et donc derrière, le plan de trading tel que je vous l'avais montré. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est et donc vous voyez ici après dans cet article, hein, sur l'euro NZD, donc là c'est l'article de lundi, j'explique que sur ce seuil, même si nous sommes sur un niveau de support qui est à la fois la ligne médiane et également un niveau Fibonacci, en plus d'un niveau chartiste, il n'est pas évident d'acheter pour le moment, simplement parce que d'un point de vue des comptes, et ça je vais vous le montrer sur le graphe, j'ai actuellement un problème, et ça montre justement l'utilité d'utiliser plusieurs unités de temps dans vos analyses. Vous pouvez avoir une analyse hebdo qui vous dit oui, là nous sommes sur un seuil. L'avantage d'Elliott, c'est que c'est une analyse fractale, c'est-à-dire qu'elle on peut pas réaliser par exemple un décompte en hebdo si on ne se plonge pas en journalier pour raffiner les décomptes. Vous voyez ici, si nous avions eu une vague ABC en 3 temps claire, ce serait un niveau qui serait réellement attractif pour se positionner donc à l'achat. On a bien un début de vague qui, en 3 temps, vous voyez, 1, 2, 3, mais là, nous avons réalisé un nouveau bas. C'est ce que je vais vous expliquer après sur le graphe. Et du coup, cette décomposition héliotiste me pose un problème parce qu'elle peut encore en fait donner lieu à une dépréciation de l'actif. C'est-à-dire que même si la vue journalière nous dit oui, nous sommes sur un seuil de support et qu'a priori c'est là que ça devrait repartir, en descendant dans les unités de temps, on se rend compte que c'est pas encore le moment en fait. Il y a encore un potentiel à la baisse, qu'il y a encore une fourchette baissière et que d'un point de vue héliotiste, on s'y retrouve pas. Et c'est vraiment là, je pense, qu'est l'intérêt d'utiliser plusieurs unités de temps. Vous avez une unité de temps stratégique qui vous dit on est sur un seuil, on va donc rechercher, et c'est pour ça que dans mes articles, souvent, je parle de recherche. C'est-à-dire que je ne vais pas dire ce seuil, on achète cash. Non. L'idée, c'est justement de descendre dans une unité de temps, donc ce que j'appelle l'unité de travail. Et dans cette unité de travail, on va préciser les décomptes, donc dans cette unité, positionner des fourchettes, et c'est là où on va éventuellement prendre notre décision. C'est-à-dire qu'on sait dans quel biais on veut se positionner grâce à notre unité stratégique, mais on va préciser le timing dans l'unité de travail. On va se dire, est-ce que là je suis d'un point de vue des comptes tout à fait OK? Est-ce que j'ai bien cassé par exemple un canal baissier? Est-ce que dans cette unité de temps j'ai également des niveaux de support forts? Et si tout est réuni, à ce moment-là donc on peut se positionner. Donc on va faire converger deux unités de temps distinctes pour arriver en fait à un même but, c'est-à-dire se positionner dans le biais de l'unité la plus grande. Donc voilà, donc c'est vraiment de cette manière que je procède. Je fais toujours un récapitulatif de
d'où vient finalement cette analyse, quel était l'article précédent, où est-ce qu'on en est-ce que le marché a suivi ma trajectoire, et est-ce que ce que je préconisais sur le précédent article nous donne un bon timing pour y aller. Vous voyez, quand je reviens sur mon article précédent, je disais qu'ici, oui, j'avais un biais vendeur, et à partir des 1,62, j'ai un biais acheteur. Donc, une fois que le marché a atteint mon seuil, est-ce que les conditions sont tout à fait réunies pour que, oui, cette zone des 1,62 puisse s'acheter? Et donc, dans cet article, je précise que non, même si on a bien suivi la trajectoire que j'avais indiquée, le décompte, quand on descend dans une unité de temps, nous dit que non, on a un problème actuellement et que ce n'est pas pour le moment l'heure d'acheter. Donc ici, pour acheter, simplement, il faudrait déjà vraiment s'extraire de ce canal baissier. Vous voyez, on est sur une forme de support, hein. On est sous, donc on avait un support, on l'a cassé, vous voyez ici ça se polarise un peu, on est donc maintenant sous une forme de résistance. Il faudra vraiment sortir de ça, mais je vous l'expliquerai sur le graphique. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite parenthèse parce que j'insiste vraiment. Vous pouvez trouver beaucoup d'analyses par ailleurs, mais l'approche que j'ai, c'est vraiment de réaliser un suivi. Je veux raconter une histoire sur chacun des articles donc, que je réalise, de façon à ce que vous puissiez juger non seulement de la pertinence, hein, du bien fondé de mon approche, mais également juger par vous-même euh, du potentiel qu'il peut y avoir à un instant T sur un actif donné par rapport à ce que j'ai pu raconter dans le passé et ce que je dis maintenant, si mes niveaux sont respectés et si évidemment mon biais est conservé. Alors, on va aller maintenant voir donc l'euro NZD justement parce que je voudrais apporter un complément d'information sur mon article. Vous voyez, donc on est ici. Je vais vous l'expliquer un peu plus dans le détail justement ce décompte. Vous voyez là, on a eu une première vague A, B et donc ici une vague C. Donc on retrouve ici à peu près le niveau des 1,62. Et donc là, j'avais donc expliqué hein, dans mon article que les 1,62 c'était un niveau de support et que c'était un point potentiel d'achat. Donc en plus ça correspondait, alors on ne peut pas dire que ça correspondait au bas d'une fourchette d'Andrews, parce que si la fourchette d'Andrews, je devais la positionner, vous comprenez qu'elle ne modélisait absolument rien. Par contre, si cette fourchette d'Andrews, vous voyez, je la cale sur la première information du marché, c'est-à-dire les hauts qu'on voit ici, eh bien c'est là que le marché a rebondi. Vous voyez, bon, je ne suis pas tout à fait objectif, mais vous voyez, en étant à peu près comme ceci, on voit qu'on peut à peu près encadrer les hauts et les bas. Donc ici, on a évidemment un canal de régression et qui n'est pas sans subjectivité puisque on a des mèches un peu là-haut, donc la marge d'erreur est importante. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on peut voir que en calant la fourchette de cette façon, le marché a rebondi sur ce niveau de support et a échoué finalement à développer une impulsion haussière. Et donc le fait qu'on ait réalisé un plus bas ici, moi, me gêne un peu, puisque j'ai du mal à positionner une vague donc C sur le plus bas des 1,5926. J'ai un peu l'impression qu'on a fait donc une vague ABW, avec ici une structure en 3 temps A, B, C, donc une vague X, et qu'un bas reste possible pour faire une vague W, X et Y. Donc c'est ce que j'expliquais dans cet article. Je suis un petit peu embêté pour vous dire qu'il est l'heure donc d'acheter cet actif-là. Tant qu'on sera dans une fourchette d'Andrews qui peut à peu près encadrer les cours, je pense qu'il est difficile de se positionner à l'achat. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se positionner à l'achat? Il faudrait, je pense, vraiment qu'on sorte en fait des 1,6830, qu'on arrive à franchir ce seuil qui est ici, c'est-à-dire pouvoir se positionner dans une fourchette qui serait haussière. Le problème pour le moment, c'est que je n'ai pas mes points pivots. Donc si je devais positionner quelque chose comme ceci, vous voyez, il faudrait que le marché puisse
sortir, donc développer une impulsion et revenir chercher le support. Et là, à ce moment-là, on pourrait se positionner à l'achat. Donc pour l'heure, même si l'1,62 constitue, 1,60, 1,62 constitue une zone de support toujours à peu près intéressante, tant qu'on est dans ce flux baissier, il faut bien donner du crédit à la baisse, et c'est ce que j'expliquais donc dans cet article. Il n'est pas impossible que le marché aille rechercher le niveau des 1,53. Pourquoi? Parce que si ce décompte est exact, si nous avions bien ici une vague A, B, W et X, en projetant avec l'outil qui est ici, donc une expansion, en réalisant une expansion sur les vagues WX, le premier niveau clé correspond au 1,53. Donc je ne vous dis pas qu'ici le but c'est de vendre, je ne vous dis pas que le but, surtout pas que le but c'est d'acheter. Pour le moment, j'ai plutôt envie d'être neutre. Ce que je vois surtout, en fait, la réflexion, d'où est née en fait cette réflexion que le marché peut aller plus bas. Au-delà, quelle était la conviction qui me fait dire qu'on a un problème actuellement? Parce qu'on aurait très bien pu mettre le W ici, par exemple, vous voyez. Mais à ce moment-là, nous aurions eu une vague A, B et C. Moi, ce qui m'embête, à dire vrai, c'est que nous avons ici une vague en 3 temps. Vous voyez, si je devais me mettre en H4, on ne verrait plus clairement. C'est tout à fait impossible de modéliser cette vague-ci en 5 temps. On voit clairement du 1, 2 et 3. Et à part les diagonales d'initialisation, il n'y a pas de vague, j'ai envie de dire, haussière, d'impulsion haussière en 3 temps. Que ce soit une vague A ou une vague 1, on a toujours du 5 temps. Donc le fait qu'on ait ici du 3 temps, c'est une structure corrective. Le 3 temps, c'est toujours du correctif. Donc c'est très compliqué pour moi de vous dire que ce point-là correspondait à mon point W. Puisque si ça avait été le cas, j'aurais dû développer une impulsion en 5 temps. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'important en Elliott. Quand vous pouvez être certain que vous avez une vague en 3 temps, ça n'est pas une impulsion. Donc ça ne peut pas être la fin d'une correction baissière. C'est très enfin, pour moi, c'est pas possible. Alors il y a une éventualité, c'est que nous ayons ici, euh, si nous devions positionner une vague donc W, c'est que nous ferions ici du 3 et éventuellement du 5. C'est-à-dire que nous aurions, ça reste possible, donc une correction de ce mouvement baissier, vous voyez, qui viendrait taper donc sous cette résistance sans la franchir, et à ce moment-là on repartirait baissier. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais ça veut dire que le mouvement de baisse qui est vu ici va continuer après cette vague qui doit être elle en 3 temps. D'accord? Donc c'est pas le moment d'acheter. Ça confirme finalement la vision que j'ai. C'est la raison pour laquelle actuellement, tant qu'on est dans ce canal baissier, eh bien aucun achat n'est possible. On reste en fait, on donne du crédit donc au bearish. Et si nous venons au contraire casser les 1,6812, 1,6820, eh bien à ce moment-là, ça peut être le début d'une diagonale d'initialisation. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelque chose dans ce genre. Donc là, on est dans la simulation pure et dure. Mais voyez donc une diagonale d'initialisation qui casserait à un moment donné pour revenir chercher le support et repartir après en vague 3. Donc c'est une possibilité, mais pour le moment, rien du tout ne garantit ça. On est dans un canal baissier, nous sommes sous un niveau de résistance, et donc les 1,53 restent possibles sur cet actif. Alors nous allons voir ensemble l'euro AUD. Maintenant, alors l'euro AUD, je retourne sur la fenêtre. Donc l'euro AUD, qui est le cousin germain de l'euro NZD, puisque l'AUD et le NZD sont deux économies relativement corrélées. Et pourtant, on peut voir donc une configuration graphique assez différente, même si on retrouve notre canal donc baissier. Nous avons ici un euro AUD qui est tout en haut de fourchette. Et ça, c'est quelque chose de relativement intéressant, puisque d'un point de vue timing,
Vous savez que il n'y a pas mieux pour shorter que d'être en haut d'un canal baissier, et il n'y a pas mieux pour acheter que d'être en bas d'un canal haussier. D'accord? Puisqu'à ce moment-là, vous avez un timing qui est idéal, et en général, cela vous permet d'avoir des stops extrêmement serrés. Donc, dans cet article, j'ai expliqué un certain nombre de scénarios, et je pense que ça vaut le coup qu'on regarde ça ensemble, puisque l'idée, et c'est justement intéressant d'un point de vue pédagogique, l'idée est de regarder comment des scénarios peuvent se traduire en plan de trading. Alors regardons l'euro AUD, le voici. Et on regardera le pour et le contre de chacune donc des hypothèses. Alors on retrouve ici une vague WX et là cette fois-ci Y. On voit bien une décomposition en trois temps. Nous sommes sur le haut du canal de régression. Pour le coup, celui-ci, il est, j'ai envie de dire, relativement objectif dans le sens où j'ai vraiment bien encadré en prenant, vous voyez, le bas de la mèche, et on voit très bien les réactions du marché sur la borne supérieure donc de ce canal. Donc c'est un canal de régression, ce n'est pas une fourchette d'Andrews, mais en général dans ce genre de situation, on a souvent un retour des prix vers la ligne médiane, et cette ligne médiane forme ce que j'appelle, donc c'est ma propre nomenclature, hein, un point d'arbitrage. C'est-à-dire que si le marché suit cette trajectoire, c'est là où finalement va se prendre la décision de est-ce que finalement nous avions une vague 1 et une vague 2 et le marché part en impulsion de vague 3, ou au contraire, il va vouloir aller rechercher le bas du canal et développer une nouvelle donc vague baissière. D'accord? Donc là, souvent, on a des prises de bénéfices qui sont faites par le marché, parce que justement c'est un énorme point d'interrogation pour ceux qui shortaient donc sur la partie haute, qui ont shorté à partir donc du haut du canal baissier. Alors, quand on regarde donc les pour, on va regarder les pour et les contre, et après nous allons regarder quels sont les différents scénarios. Donc, les pour sont évidemment le fait que nous sommes sous résistance. Vous voyez, c'est une résistance chartiste, elle est claire, hein. Ici, nous avions une résistance, ça s'est polarisé en support, et nous sommes de retour donc sous cette résistance qui bloque les prix. Donc c'est un premier critère. Le second critère, c'est évidemment cet oblique dont on voit vraiment que le marché, on voit vraiment qu'elle est respectée par le marché. Vous voyez, les mèches actuellement montrent que cet oblique bloque les cours par le haut. Donc c'est une deuxième raison. La troisième raison, c'est que nous avons ici un niveau de retracement, vous voyez, de 50% de cette vague baissière. Donc c'est une nouvelle raison. Et nous avons également un niveau important, un niveau clé Fibonacci. Donc nous sommes sous un cluster. Donc les 1,52, 50, 1,53 forment une vraie résistance, temps pris, qui actuellement donc bloque les cours. A contrario, nous avons ici une belle impulsion haussière. D'accord? Donc cette impulsion haussière, elle est quand même assez claire. On a ici un très joli Marubozu. Vous voyez comment il a bloqué sur la ligne médiane, et puis il a repris donc son ascendant, et il bloque maintenant sur le haut de la fourchette baissière. Donc c'est un gros combat qui se mène entre les bearish, qui vont trouver que la zone est très intéressante pour shorter, et les bullish qui veulent maintenant bien tout casser et envoyer les cours vers des plus hauts. Donc les cours sont en train de ranger. On a actuellement une congestion des prix, une accumulation d'énergie sous cette résistance, accumulation portée par les bullish d'un côté et évidemment bloquée par les bearish de l'autre côté. Donc ça montre que nous avons un gros combat entre les acheteurs et les vendeurs sur ce niveau de prix, c'est-à-dire entre le niveau de support des 1,50 et la résistance des 1,5250, 1,53. Donc en général, quand les cours congestionnent de la sorte, une sortie de range donne une nouvelle impulsion baissière ou haussière assez franche. D'accord? Donc c'est un outil de trading. Voilà, donc on va voir comment utiliser cet outil dans le cadre de plans de trading. Alors le premier scénario, eh bien c'est un scénario haussier. Si jamais le marché casse donc ce range par le haut, c'est-à-dire qu'on a une clôture
une bougie qui casse le range en clôture, eh bien, factuellement, ça voudra dire plusieurs choses. Ça voudra dire que oui, ok, nous sommes sortis du range, un range qui dure depuis donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. D'accord. Donc nous sortons d'un range de 11 jours en clôture. Nous extrayons de la résistance et nous sortons clairement de la fourchette baissière. Donc c'est un signal d'achat. Donc j'ai pas l'habitude de donner comment dire, des signaux de type breakout. Vous savez que j'ai plutôt une approche d'achat sur retracement. Mais là, pour le coup, si nous avons une clôture en dehors de tout ça, c'est un signal d'achat pour rechercher au moins un minima le prochain niveau de résistance, mais je pense qu'on pourra même mettre des niveaux d'expansion et aller rechercher des choses plus hautes. Donc ça, c'est une approche agressive qui est basée sur le fait que on casse un range, on casse des niveaux de résistance avec des stops sous le range et on va rechercher donc une impulsion haussière. On espère derrière que le marché va partir en impulsion sans donner la possibilité au cours de faire des pullbacks, il va vraiment essayer de tout casser par le haut. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche plus conservative, c'est d'attendre tranquillement que le marché bute sur la résistance des 1,5630 pour espérer un pullback qui nous amènerait, voyez, sur une zone idéale, c'est-à-dire un retour sur ce support et en pullback de ce canal. D'accord. Donc cette zone-ci, je mettrai donc un rectangle vert de la sorte. Ici, nous aurions une zone d'achat très intéressante avec un stop qui serait vraiment très petit pour le coup. D'accord. Donc l'avantage d'attendre, c'est qu'on peut ici avoir un stop vraiment très petit, donc un risque-reward démentiel. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que le marché va donner ce pullback. Pas du tout sûr. D'accord. Ici, l'avantage, c'est qu'on est tout de suite dedans. L'inconvénient, c'est qu'on a un stop quand même relativement large, avec ici un problème assez rapidement sur les 1,5634. D'accord. Donc là, c'est à vous de voir quel est votre style de trading et votre niveau d'agressivité. Alors, donc ça, c'est le scénario 1 si le marché casse donc ce range. Le scénario 2, eh bien non, il décide de casser ce range par le bas. D'accord. C'est-à-dire que là, la résistance a fait son boulot, la fourchette baissière est toujours active, et puis finalement, le marché décide de casser par le bas. Et bien à ce moment-là, on va se donner un objectif de retour des prix, on va dire vers les 1,4621, c'est-à-dire le premier Fibonacci clé, et grosso modo un retour au niveau donc de la ligne médiane. Alors, ce qui est compliqué avec une ligne médiane, c'est que elle vous donne pas réellement un objectif de prix, puisque si on a finalement une impulsion baissière très vive, on peut donc buter sur les 1,46, mais ça peut être aussi les 1,4480. Tout dépend finalement dans quel timing le marché va vouloir aller rechercher cette ligne médiane. Et puis on peut avoir, n'oublions pas que nous avons un canal de régression, donc nous avons une marge d'erreur. D'accord. Si ici je devais caler donc la fourchette sur le haut des mèches qui sont ici, ça n'enlèverait rien à la pertinence de ce canal de régression. Et à ce moment-là, nous aurions donc un objectif de prix certainement plus petit. Voyez, c'est la raison pour laquelle je préfère me donner des objectifs de prix relatifs à des niveaux Fibonacci ou des niveaux de support et de résistance chartiste clair. D'accord. Une oblique reste un objectif en termes de trade, mais pas un objectif de prix puisque c'est quelque chose de dynamique. D'accord. Donc je tenais à préciser cet élément. Alors, donc dans ce scénario baissier, c'est-à-dire qu'on casse le range par le bas, en général, les premières projections de prix, vous voyez, c'est simple, on prend la hauteur du range. Donc si je devais être tout à fait précis, je prendrais la mèche en haut et en bas, et nous ferions un report de range. Et ce report de range, vous voyez, nous donne a priori approximativement notre zone. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais nous avons une clôture en dessous de ce range, il y a donc une bonne probabilité, je pense vraiment bonne, pour que le marché aille rechercher la zone des 1,45, 1,46. Ok. Ça veut dire que c'est pas forcément évident
en termes de trading, puisque là vous avez du 1 pour 1 quoi. C'est-à-dire que si jamais vous prenez en cassure, en clôture, déjà on sera un petit peu en dessous du range, et puis votre stop il est là-haut quoi. D'accord? Donc du coup, pour aller rechercher du 1 pour 1, c'est pas extrêmement attractif dans cette unité de temps qu'est le journalier. Donc je pense que pour ce scénario-là, il faudrait attendre une clôture et puis descendre dans les unités de temps de façon à avoir un stop plus petit finalement. C'est-à-dire trouver une fourchette baissière et travailler cette fourchette baissière pour pouvoir se positionner en haut de canal baissier et viser donc ce 1,46. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette unité de temps comme unité stratégique et pas une unité de travail. D'accord? Unité stratégique qui nous donne un biais. On sait qu'on est bearish jusqu'au 1,45 et il faut maintenant descendre dans une unité de temps pour trouver quelque chose qui nous permettrait d'avoir un meilleur risque-reward. D'accord? Donc on aurait, je pense, besoin d'avoir donc une unité sous-jacente pour travailler ça. Alors après, ça reste un point de décision par le marché, c'est ce qu'on appelle un point d'arbitrage. Ça ne veut pas dire que si le marché vient rejoindre les 1,45, que là, il va tout casser par le haut. À vrai dire, moi, j'en sais rien. D'accord? On peut avoir un décompte WX, Y, X et puis Z. Donc une combinaison double. Personne ne le sait. Pas même le marché. Donc on verra bien ce qui se passera à ce niveau-là si le marché suit cette trajectoire. Mais dans l'hypothèse où le marché finalement part en combinaison triple et viendrait rechercher le bas donc du canal, eh bien ça veut dire une chose, ça veut dire que, vous vous rappelez ici on avait un premier scénario, ce scénario pouvait nous donner une première idée de trading sur breakout, d'accord, soit ici, soit là. Ici on essaye de prendre en breakout, en éventuellement optimisant l'unité de temps sous-jacente pour avoir un meilleur risque-reward. Et ça veut dire en termes de plan de trading que ça, c'est une prise de bénéfice obligatoire, mais qu'un sol doit être laissé dans l'éventualité où le marché finalement part encore en impulsion baissière derrière. D'accord? Vous voyez que finalement, comment des scénarios peuvent se transformer en plan de trading avec des prises de bénéfices intermédiaires et des soldes qu'on laisse courir dans l'expectative que finalement le marché développe quelque chose de beaucoup plus profond. D'accord? Et si jamais ça devait être le cas, c'est-à-dire qu'il se bat là est vendu, c'est important parce que ça veut dire qu'ici on va pouvoir mettre une expansion sur toute cette vague qui est ici et viser au moins les 0,618. Vous voyez, je ferai comme ceci. Je recommence. Alors non, c'est pas le bon, je suis pas sur le bon outil. Je reprends mon outil, l'expansion. On repartirait comme ceci et on pourrait viser donc les 0,618 qui correspondent au 1,42 et les 100 qui correspondent au 1,3456. Vous voyez, donc il y aurait de la marge. Bon, on n'y est pas du tout pour le moment. Pour le moment, la question est posée. Nous sommes dans un range. Est-ce que le range va casser par le haut ou par le bas? Et pour le moment, je n'en sais rien. Seul le marché nous le dira. Si on regarde un peu plus, et vous comprendrez pourquoi moi, sur Twitter, j'avais essayé de shorter de façon très agressive ces points qui étaient là. Simplement parce que il y a deux façons de voir. Soit on essaye, on attend en fait que ce range casse en clôture et on prend position et on essaye de trouver un stop, on va dire pas trop élevé, d'accord? Ou alors on essaye de shorter le haut du range. Et c'est ce que j'avais essayé de faire. Et j'ai eu des trades qui étaient gagnants, mais vous voyez, les soldes ont systématiquement été coupés parce que finalement on est dans un range assez moche. Donc ne me demandez pas ici de faire un décompte. On peut avoir une structure en triangle, c'est pas impossible. Vous voyez, un range souvent peut donner lieu à différentes formes. Vous voyez, on a notre oblique qui capte les cours par le haut, on a une oblique plus ou moins haussière. Si ça devait être un triangle, ce serait pas surprenant, puisque les triangles forment une indécision sur le marché. L'indécision, c'est est-ce qu'on va réussir à passer la fourchette haussière? Vous voyez pourquoi
c'est intéressant de travailler avec des fourchettes parce que ça vous permet de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui bloque au-dessus. D'accord? Et quand vous avez compris ce qui bloque au-dessus, vous comprenez pourquoi derrière on a une formation des obliques en fait qui viennent caper en haut et en bas. Donc là, il n'est pas du tout impossible que nous ayons un triangle symétrique qui se forme. Auquel cas, ça veut dire que nous faisons donc a priori une vague, c'est une vague 4 hein, tout simplement. Donc on peut imaginer que là, on aurait bien une vague 5 qui irait bloquer sur les 1,56 pour aller rechercher en pullback la zone des 1,51 et après repartir chercher des nouveaux. De toute façon, ce que vous feriez dans ce cas de figure, si ça devait être le cas, hein, si j'ai une extraction par le haut, c'est qu'à ce moment-là, si on vient bloquer là, je mettrais des niveaux, voyez, de retracement et on voit qu'à ce moment-là, le retracement 50% coïnciderait avec le support des 1,50. Donc cassure de cette structure triangulaire, impulsion vers le haut. Est-ce qu'elle va bloquer sur les 1,5627? Je ne sais pas le dire, mais c'est vrai que derrière des pullbacks de ce genre seraient intéressants ensuite, puisque nous aurions une zone de support à exploiter pour repartir haussier. Ou alors, cassure du triangle par le bas, et à ce moment-là, nous avons donc des niveaux d'expansion. Vous voyez, ici, nous aurions du coup une forme de... Bon, c'est pas très propre, hein, puisque ça correspond pas tout à fait aux critères chartistes, mais on a un top ici, un autre top. Et donc, à ce moment-là, on peut y positionner des niveaux d'expansion et rechercher les 200 Fibonacci. Voyez, et les 200 Fibonacci correspondent à peu près à notre zone. Là, on est sur les 1,4675. D'accord? Vous voyez, je donnais les 1,46, 1,4630, 1,4675. Ce serait le niveau de prise de bénéfice d'une structure comme celle-ci. Vous voyez, quand on a deux tops assez proches, on vise les 200, c'est un retour sur la ligne médiane. D'accord? Et après, je ne sais pas dire ce que le marché fera, puisque là, nous serions également sur un niveau de retracement intéressant. On ferait également la même chose. On part du bas, on va jusqu'en haut. Vous voyez, on aurait retracé 61,8% donc de toute cette hausse. Nous serions sur des niveaux de support chartiste court terme. Ça peut être cette zone-là, quelque chose d'attractif pour essayer de se repositionner à l'achat, tout au moins une zone sûre de prise de bénéfice pour ceux qui auraient shorté donc cette structure ici. Ok, donc voilà, je pense avoir expliqué des choses intéressantes sur ma façon de voir en termes analytiques et l'impact en termes d'idées de plan de trading. Alors je vais conclure ce webinaire avec le gaz naturel qui a fait donc l'objet de mon article aujourd'hui, qui est peut-être sur une zone de rebond. Et donc ça, on va essayer de le voir ensemble. Alors, vous vous rappelez ce graphe, hein, ça fait vraiment très longtemps que peut-être même depuis novembre 2014 que je cite le seuil des 17,40 comme un objectif possible pour le gaz naturel. Simplement parce que quand on a fait ce pullback là, ici nous avions une structure, voyez, en 3 temps. 1, 2, 3. C'était très difficile d'imaginer autre chose qu'une structure de retracement. Donc c'est ce qu'on appelle un flat en fait. Hein. On a un ABC, c'est-à-dire que le point B était un running flat, le point B était plus bas que le point A. Mais tout ça c'était des vagues en 3 temps et donc c'était très difficile d'imaginer autre chose qu'une structure finalement corrective. Et donc si nous devions partir sur ce décompte, nous aurions donc une vague ABW, un ABC donc X, et donc nous pouvons poser un niveau d'expansion Fibonacci sur notre vague WX. Et nous sommes arrivés sur les 100%. C'est important, ça veut dire que nous avons potentiellement atteint notre vague Y, c'est-à-dire une vague W qui est égale en amplitude à la vague Y. Okay, et donc un niveau de prise de bénéfice par le marché pour ceux qui étaient donc vendeurs. Si j'essaye de regarder également, vous voyez ici on a également eu le même type de structure. Le gaz
un actif qui n'a pas été évident à trader parce que les corrections étaient des running. On avait vraiment en fait une belle tendance baissière, hein. Quand on a un running flat, hein, c'est que le marché n'arrive pas vraiment à corriger, puisque la vague B est plus. Vous voyez, on a A, on a B et on a C. On a fait un point bas avec la vague B finalement. Ce qui est quand même pas le plus fréquent. Ça veut dire que les pressions baissières étaient fortes. D'accord. Et donc là, ça a été également le cas. Et puis, vous voyez, on a longé la médiane, accélération, et nous sommes arrivés sur le seuil des 1740 qui forme un gros cluster Fibonacci en plus d'un niveau de support chartiste. Le problème que j'ai, c'est, oui, certes, on est sur un niveau de support, mais on est un peu au milieu de nulle part. C'est-à-dire que j'ai pas de. Moi, j'aime bien m'assurer que le support coïncide avec un bas de canal, par exemple. Vous voyez, à ce moment-là, je sais que d'un point de vue timing, on est plutôt pas mal. Tandis que là, il y a du jeu encore pour que le marché aille rechercher le niveau suivant. Vous voyez, si jamais on casse ce niveau de support, qu'est-ce qui va retenir le marché? Je ne sais pas dire. Par contre, si on arrive sur un bas de canal, bon ben un bas de canal, souvent quand on était vendeur, un bas de canal, on a envie de prendre des bénéfices. Donc là, ça occasionne quand même des vrais rebonds. D'accord? Vous voyez, comme ici, on a eu un rebond, là on a eu un rebond, c'était des obliques qui étaient. En fait, ce sont des obliques, hein, qui sont suivis par le marché, quoi. D'accord? Là, bon, on est au milieu de nulle part, soyons clairs. Donc, ce n'est pas du tout évident d'acheter un point comme celui-là. J'ai essayé de comprendre, de voir quels pourraient être d'autres, s'il n'y aurait pas d'autres éléments finalement chartistes qui viendraient en complément pour nous aider finalement à voir si on est bien sur une zone acheteuse et si tout au moins on ne peut pas essayer de tenter des petites positions longues, donc très faible exposition parce que c'est spéculatif, dans des unités de temps inférieures. D'accord. Dans cette unité de temps est très difficile à acheter, le journalier, enfin l'hebdo, très difficile. Mais peut-être qu'en journalier, peut-être qu'en H4, vous voyez ici on est en train de former ce que j'appelle donc une inside bar. On a un point d'interrogation par le marché clair. Le marché réagit sur cette zone. Donc ça peut se transformer en Arami, c'est-à-dire une structure dont la bougie mère englobait complètement donc la bougie fille, et si on a une extraction après du marché qui vient casser donc le haut ou le bas de la bougie, c'est un signal donc soit d'achat soit de vente en fonction du sens de la cassure. D'accord, c'est ce qu'on appelle donc un arami. Un arami peut être une structure de retournement. Si on casse ce point-là, vous voyez, si on a une mèche, si on vient casser en clôture, eh bien ça veut dire qu'on casse une résistance et c'est un signe que des haussiers viennent se positionner cette fois-ci clairement sur le marché. On est peut-être un peu plus que dans de la prise de bénéfices. On a peut-être des intervenants, des smart actors qui sont en train de se positionner sur ce niveau de prix, donc qui était les 1750, 1740. Ok, le niveau des 1700. Alors, on va regarder donc l'autre vue de marché. J'ai utilisé finalement, j'ai essayé de regarder si on n'avait pas des obliques qui pourraient nous donner un angle que le marché utiliserait pour rebondir. Vous voyez ici on avait cette oblique qui était là, et vous voyez là, paf, on a rebondi, ici on a rebondi, puis là on a eu une cassure, puis après on n'a plus jamais revu cette oblique. Est-ce que cette oblique, est-ce que cet angle peut se retrouver par ailleurs, et est-ce que cette zone-ci serait pas finalement en percussion avec une oblique qui respecterait cet angle-là? Et donc j'ai fait ce travail pour vous, donc c'est un travail de recherche, d'accord? Et donc c'est pas que ce n'est pas sans subjectivité, mais pour l'instant euh, c'est pas non plus quelque chose de sur lequel il faut, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel il faut y adosser une forte pondération. Néanmoins, quand on regarde cette oblique qui est ici, on peut voir, voyez, également, voyez ces points-là, ils respectent exactement le même angle, hein. Vous voyez, si je devais utiliser ça, je vais faire ça comme ceci. Vous voyez, on a exactement le même angle. Également, si on regarde ce point-là, ici on a une touchette également là. Vous voyez, cet angle, visiblement,
a l'air d'être vu quelque part par le marché. Si je devais le projeter également ici, vous voyez, il y a des choses qui se passent sur cet angle-là. Et donc, en utilisant une fourchette d'Andrews sur ce point pivot et ce point pivot-là, en respectant l'angle, vous voyez, donc cet angle qui est ici, on a un niveau qui coïncide avec donc ce report d'oblique. D'accord? C'est un report d'oblique finalement. C'est comme si je prenais cette oblique-là et que je la reportais dans le temps sur ce point bas qui est ici. Et donc, nous avons finalement une confluence entre un niveau de support et un report d'oblique. Alors, encore une fois, c'est pour ça que je le mets en pointillé, la pondération de ce genre de choses est relativement faible. Ça, c'est quelque chose que... La pondération, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que j'en parle pas trop souvent, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans vos prises de décision. Ça va mettre en rapport également avec le money management que vous avez derrière. Euh, Plus vous avez d'éléments qui viennent en confluence sur un point donné, plus votre zone stratégique prend en valeur. D'accord? Maintenant, les différents éléments qui viennent en confluence peuvent avoir une force intrinsèque différente. Si vous avez un support chartiste, eh bien support chartiste, il est vu par beaucoup de monde, c'est de facto quelque chose de fort. Si vous avez un cluster Fibonacci, c'est-à-dire, voyez ici, un regroupement de plusieurs niveaux, chaque niveau Fibonacci finalement se renforce à l'intérieur de ce cluster. Ça vous donne donc, puisque vous avez plusieurs éléments, ça vous donne quelque chose de fort. Okay, et puis vient après d'autres éléments graphiques. Si vous avez un bas de canal clair de régression, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, à prendre avec une certaine mesure, puisqu'un canal de régression contient une marge d'erreur. D'accord? Tous les canaux de régression contiennent des marges d'erreur. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement fort, c'est pas non plus quelque chose de faible, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'intermédiaire. Vous voyez, les lignes médianes de fourchette d'Andrews, c'est un niveau également intermédiaire. C'est pas une résistance ou un support fort. D'accord? Puisque souvent elles sont cassées, mais souvent elles font aussi office de résistance ou de support dynamique. Donc en utilisant donc des pondérations en fonction de vos éléments, si par exemple vous avez une bande de Bollinger qui passe dans le coin, c'est pas quelque chose de fort, mais c'est pas non plus quelque chose de de neutre. C'est peut-être une pondération également intermédiaire. Vous voyez? Donc si vous avez si vous arrivez vous à avoir vos propres pondérations par rapport aux éléments techniques que vous voyez arriver en confluence, vous pouvez même quasiment à la fin donner une note, d'accord, quasiment de 1 sur 10. Cette position-là, elle me donne une position que je vais juger 5, 6, 7 ou 8 sur 10. Et plus votre note sera élevée, finalement, plus vous pourrez mettre en position. C'est-à-dire que vous établissez une zone stratégique relativement puissante, et bien ça veut dire que la probabilité que le marché la voie et qu'il rebondisse est relativement importante. Ça veut dire que vous pouvez mettre peut-être davantage en position. Vous voyez, en termes de money management, voilà la traduction que cela peut prendre. Après, à vous d'établir évidemment vos propres règles de trading et de money management. Donc, en conclusion, on est sur une zone assez intéressante ici, et ça vaudra vraiment le coup de voir dans des unités de temps inférieures qu'est-ce qui va se passer donc sur cette zone de prix. Alors pour l'instant, vous voyez, on a un marabout, donc on a une réaction haussière. Bon, on est sous résistance. Pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si jamais on devait faire une structure, vous voyez, par exemple comme celle-là, même si c'est un bas marginal, pour ensuite aller casser le haut qui est ici, ça peut être intéressant puisqu'à ce moment-là, nous aurions un double bottom qui viendrait donc se constituer sur la zone. D'accord. Ça peut être également donc un range, hein. Si on vient former un range dans le coin, l'explosion du range par le haut pourrait donner lieu donc à des prises de position. Maintenant, attention, on est vraiment contre tendance. Pour le coup, c'est de la contre-tendance pure et dure. C'est pas comme, je pourrais dire, sur des actifs comme l'euro NZD où on était en tendance baissière en journalier et on arrive en haut de canal baissier. Et là, on est vraiment en contre-tendance, d'accord? Et la contre-tendance, c'est quelque chose de toujours un peu de spéculatif quand on veut se positionner contre elle, surtout sur des points bas. Et donc, il convient d'être très très mesuré dans votre exposition.
d'accord. Même si on a vu que c'est un niveau de cluster intéressant, même s'il y a une oblique, même s'il y a plusieurs éléments qui vont en notre faveur, il faut quand même se dire qu'on est en tendance baissière jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Donc peut-être qu'on n'a vraiment pas envie de vendre sur ce niveau-là, mais pour acheter, il nous faut quand même quelque chose de sérieux, et pour l'instant, on n'y est pas. On a une première réaction haussière, attendons de voir ce que tout ça va donner. Vous voyez, si on retrouve notre oblique, peut-être qu'un plan comme un autre, hein, pourrait être de dire, bon bah si là on a la constitution effectivement d'un point bas, ça veut dire que nous allons avoir une fourchette d'Andrews qui va se positionner. Donc peut-être qu'il serait sage d'attendre un retour des prix sur cette ligne médiane qui nous montrerait que le marché est en train de casser un niveau de support. Et puis là, on attend encore. Et si jamais le marché nous donne un pullback qui va bien, pourquoi pas dans cette zone-là, du coup on se sera affranchi de cette oblique de résistance, on sera de nouveau en retour sur support. Voyez, si le marché fait quelque chose comme ceci et qu'il revient chercher cette zone-là, si nous pouvons voir ici une vague en 5 temps, donc une impulsion haussière, et que cette vague se fait en 3 temps, on aura des niveaux de retracement de 50% de cette vague, on sera sur des niveaux de support, on sera sur le bas de la fourchette, on sera également en retour sur une oblique qui fera support. Voyez comment on procède. On a une unité stratégique qui est l'hebdo qui nous dit on est sur un seuil potentiel d'achat mais c'est trop tôt pour acheter. On va descendre dans une unité de temps et là on regarde quels sont les outils de trading à notre disposition et du coup on sait que il nous faudrait tel type de trajectoire, tel type de pullback et à ce moment-là on a plein d'éléments pour y aller. D'accord. C'est comme ça qu'il faudrait prendre les choses. Ou alors, autre solution, voyez, pour vous, si ça vous rappelle donc l'article que j'avais écrit sur les fourchettes d'Andrews, si on considère que le marché a bien atteint un point pivot ici, et vous voyez la ligne médiane comme elle est intéressante, on a ici un spike, la ligne médiane est peut-être vue par le marché. Donc si là nous avons un retour sur cette partie basse, là je vous donne les différents plans, hein. Vous pouvez être ici en mode hyper agressif, acheter là avec un stop très petit. D'accord. C'est ultra agressif. Mais si le marché revient tester cette zone, finalement vous êtes sur un support. Donc un stop très serré en dessous de cette mèche et puis prise de bénéfice au niveau de la ligne médiane. Et on laisse traîner le solde. Donc ça c'est une première approche. D'accord. Exposition extrêmement faible, mais un très fort risque-reward. Pourquoi? Parce que déjà, si le marché vient là, vous voyez, nous jouerions 90 pour les rechercher 480. D'accord. Donc c'est du 1 pour 5. Et un solde qui traîne pour aller rechercher les 1000. Donc on est sur du 1 pour 7,5. D'accord. Donc c'est un excellent trade. Ou alors, on attend que la ligne de coup casse, ici, tout simplement, si on a une structure en 1, 2, 3 reversal qui se forme, blocage, on casse les plus hauts, et du coup, on recherche également la ligne médiane comme premier objectif, mais avec un risque reward beaucoup moins intéressant. D'accord. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, plusieurs idées possibles, plusieurs façons d'exploiter ça. À partir du moment où vous avez une vue stratégique qui vous dit là, finalement, je ne cherche plus à vendre, on peut commencer à être audacieux et rechercher des éventuels achats. D'accord. Bon, bah, comment mettre ça en musique? Par le biais de fourchettes d'Andrews, qui nous permet d'avoir des objectifs relativement court terme et relativement fiables. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser. On était très bon aujourd'hui, je voulais faire une petite rétrospective hein, sur les articles que j'ai écrits. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire, hein, je ne peux pas tout mettre par écrit. Donc c'est pour ça que ces webinaires viennent en complément, ainsi que mon compte Twitter sur lequel vous pouvez voir mes prises de position. Et le gars, c'est vrai que je vais le mettre sous un regard particulier parce que je ne serais pas contre me positionner si suivant certaines trajectoires. Donc affaire à suivre. En tout cas, n'oubliez pas que les fêtes de fin d'année, c'est pas souvent qu'on les vit, donc profitez-en bien. Mettez votre trading un petit peu de côté pour le moment, et puis profitez bien des fêtes et on se retrouve de toute façon demain puisque moi je vais écrire un article encore demain, et puis après donc vous me retrouvez donc lundi de la semaine prochaine. Entre donc Noël et la nouvelle année, je continuerai d'écrire et je ferai donc un webinaire mercredi prochain. Bon Noël à tous, profitez-en bien, bonne fin de semaine et à très vite, à la semaine prochaine.